Je vais passer la parole à Didier. Didier qui est donc, je te laisse te présenter. Ça sera plus simple. Oui, Merci. je vais partager mon écran. Euh, Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. Oui. Ok, on va parler, nous, à notre niveau, RGPD et gestion des données personnelles en MSP. Alors moi, je suis Didier Philo, je suis délégué à la protection des données au sein de la société Jamrosa Consulting. Alors moi, je suis dans la protection des données depuis 2015. Donc avant même le RGPD, c'était du temps où il y avait que la loi informatique et liberté. J'étais correspondant informatique et liberté. Et 2018, j'ai basculé du côté délégué à la protection des données et certifié Veritas depuis 2020. C'est une certification qui dure 3 ans, spécialisée dans le domaine de la santé parce que je suis infirmier addictologue de formation. Et donc du coup, j'ai toujours intervenu au niveau des structures de santé. Alors pour parler données de santé, données personnelles, MSP et RGPD, faut déjà qu'on sache de quoi on parle, déjà notamment au niveau données personnelles. Alors qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Comme son nom l'indique, c'est une donnée qui se réfère à une personne physique. Déjà, on ne parlera pas de données personnelles pour des structures. On est vraiment sur des personnes qui sont identifiables. Et ces données-là permettent d'identifier une personne directement ou indirectement. Il faut faire super attention à le indirectement, parce qu'en recoupant des données qui sont pas nominatives, une matriculation de voiture, une marque de voiture, un numéro de sécu, quelles que soient les données, sans avoir vraiment les noms, on recroise et on peut identifier la personne. C'est une donnée personnelle. Donc un numéro de dossier, ça peut être une donnée personnelle, il faut faire super attention à ça. Donc du coup, quand on parle des données personnelles et au niveau du RGPD, on va parler aussi de traitement de données personnelles. Alors c'est toutes les opérations, les ensembles d'opérations qu'on va faire sur les données, quel que soit le procédé. Euh, à noter que là, on parle de traitement de données, on n'est pas sur des traitements informatiques. Le RGPD s'applique tout aussi bien au traitement informatique, mais aussi au papier. Donc, que ce soit créer un dossier, le partager, l'échanger, le stocker, l'effacer, tout ça, ça va être un traitement de données. Et donc, du coup, ces traitements de données-là, à notre niveau, on va parler aussi de données personnelles sensibles où là, ce qui change dans la donne, c'est qu'on va basculer sur des données qui sont, en théorie, c'est une catégorie qui ne sont interdites de recueil et de traitement, sauf des cas particuliers, notamment de notre cas, nous, les données de santé qui sont classées dans ces données sensibles, nous, on est obligé de les traiter pour nos activités de base. Et du coup, c'est vraiment contrôlé et il faut le faire avec une attention particulière. Et d'ailleurs, la CNIL a une attention particulière à ces traitements-là. RGPD, qui sont concernés? J'entends souvent que certaines structures me disent, nous, on n'a pas de données sensibles, on n'a pas de données de santé, donc on n'est pas concerné. Eh bien non, le RGPD concerne tous les professionnels qui traitent des données personnelles. Le boulanger qui va avoir une fiche de patient, d'une fiche de client, autant les MSP, les CPTS, les professionnels de santé libéraux, les établissements de santé, l'ARS, les mairies. Tout le monde est concerné. Du moment qu'on est professionnel et qu'on va traiter des données personnelles, on est concerné par le RGPD à quelque niveau que ce soit. Et donc, du coup, il faut faire super attention à ça. On a des obligations, nous, en tant que professionnels, à suivre, qui fait que on n'est pas exempté d'être conforme au RGPD. Si on parle plus des délégués à la protection des données, dans les textes, le délégué à la protection des données est obligatoire dans le cadre de traitement à grande échelle de catégories de données particulières. Le flou du RGPD fait que le traitement à grande échelle n'est pas vraiment défini. Ils ont laissé planer le doute. C'est dans l'article 37 du RGPD. Et donc, du coup, récemment, la CNIL a tenté de donner une explication qui elle-même reste encore floue en disant on peut partir sur grande échelle, à peu près 10 000 patients, on peut compter à ça, mais faites attention, on a aussi le côté géographique. Autrement dit, à grande échelle, à grande échelle, c'est si vous avez des patients sur toute la Réunion, vous avez une échelle géographique qui est grande. Pas besoin d'arriver à 10 000, vous avez une grande échelle. Si vous avez
euh, on va dire, 200 patients sur une commune qui a 1000 patients potentiels, vous êtes à grande échelle relative parce que vous êtes déjà sur une grosse partie de la population totale de votre commune. Donc, pour moi, le côté traitement à grande échelle, c'est une question qui mérite d'être réfléchie et posée. Mais bon, est-ce qu'on a l'obligation de déclarer un DPO à un MSP? La question se pose vraiment. Mais à vous de décider, en fait. C'est à chacun d'évaluer s'il a besoin d'avoir un DPO ou pas. Mais la non-déclaration du DPO n'enlève pas les obligations. Et donc, l'obligation de conformité, elle est quand même très complexe, notamment bah, dans les cas de gestion de données sensibles, des données de santé, hein. Et donc, on a l'obligation d'avoir les registres, de faire les analyses d'impact sur la protection des données dans le cadre des outils utilisés au sein des MSP et au sein des cabinets. On a l'obligation de vérifier dans nos contrats qu'on a bien les clauses pour les sous-traitants et tout ça. On a les obligations d'avoir ben, les registres obligatoires au niveau de le registre de traitement et aussi le registre de sécurité, de prévoir ben, la gestion de crise, et notamment là dans le cadre du fameux logiciel WEDA. Il faut savoir que l'éditeur de ce logiciel-là, lui, il est un sous-traitant par rapport au MSP qu'il utilise ou par rapport au cabinet libéraux qu'il utilise. C'est juste un sous-traitant, vous avez un contrat avec lui et vous êtes responsable des données dans ce cadre-là. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un gros problème de sécurité comme il s'est passé? Ben, le problème, c'est que vous avez 3 jours à partir du moment où vous êtes informé du problème pour informer les autorités compétentes, notamment la CNIL et l'ARS, de cette fuite de données et informer les personnes concernées, donc les patients qui sont inscrits sur ce logiciel et que vous suivez grâce à ce logiciel-là, tout en mettant en place les actions, on va dire les actions correctives pour essayer de protéger le truc. Très peu de professionnels ont fait ces déclarations-là. Même si l'éditeur de logiciel, lui, l'a fait, ces professionnels-là auraient dû déployer ça. Et donc, le problème, c'est que là, on se retrouve dans des situations où personne ne savait quoi faire, comment faire. Je doute qu'il y ait eu des analyses d'impact sur ce sujet-là. Je doute qu'en signant les contrats, il y ait eu vérification de ce qui s'est passé, tout ça. Donc, on est vraiment sur ce gros travail de conformité RGPD qui maintenant est mis en avant par rapport à un gros problème fonctionnel qui s'est réalisé et que je pense que la CNIL va avoir un œil un petit peu sur ce qui se passe au niveau de ces logiciels-là. Donc, il faut vraiment penser à ça, mais tout en pensant qu'il n'y a pas que les données de santé qui sont concernées par le RGPD dans les structures telles que les MSP, c'est toutes les données personnelles, notamment les données personnelles RH ou les annuaires ou tout ça, où là vraiment, c'est l'ensemble des données personnelles des salariés ou des conventions et tout ça qu'il faut mettre dans la conformité RGPD au niveau des structures. Le DPO, lui, il est là pour accompagner, il est associé en temps utile pour travailler là-dessus. Il n'aura pas cette fonction de faire à la place d'eux, mais d'accompagner pour que ça soit bien fait. Donc, dès qu'on parle de protection des données, dès qu'on parle de réflexion sur des outils, ben, il va être associé pour réfléchir et apporter une expertise. Du coup, il peut pas recevoir d'instructions pour valider ou pas le travail qui va être fait. Il va donner un avis qui est totalement indépendant. Et donc, du coup, même s'il va être un employé d'une des structures, on ne pourra pas le relever parce qu'il a dit non, je valide pas ce document-là. S'il y a validation et qu'on le fait, moi, je vais mettre un avis négatif et on va pas le taper là-dessus. Il peut être le contact des personnes concernées, donc tous les patients qui vont dire, moi je veux avoir accès à mon dossier, moi je veux avoir accès à telle donnée, je veux limiter donc les droits qui sont inscrits dans le RGPD. Les patients peuvent contacter le DPO des structures pour dire, moi je veux faire ça, voire même toutes les questions qu'ils peuvent avoir. Et à l'opposé, le DPO peut être le contact privilégié de la CNIL. La déclaration de DPO se fait à la CNIL, donc la CNIL aura automatiquement le nom, le contact téléphone et mail du DPO pour la structure. Et dès que la CNIL aura une sollicitation quelconque à faire, elle passera par le délégué à la protection des données. Le DPO, il est soumis au secret professionnel.
Il peut faire autre chose, hein. Il peut être un collaborateur du cabinet, un salarié du cabinet, mais il faut pas que les tâches qu'il ait en en tant que salarié de la MSP rentrent en conflit d'intérêt avec la mission de DPO. C'est très surveillé. Il peut pas décider de mettre en place un traitement tout en validant que ce traitement est conforme. Ça, c'est opposé. Il peut pas être responsable du système d'information tout en étant délégué à la protection des données. C'est des choses qui sont incompatibles. Il doit avoir accès aux ressources nécessaires pour faire ses missions et accéder aux données. Ça, c'est clair que si on lui dit pas tout ce qui se passe et que on l'informe pas de toutes les données qui sont traitées, il peut pas mettre en conformité la structure. Et il a une obligation du fait d'être DPO d'entretenir ses connaissances, donc il doit s'auto-former pour y aller. Il peut pas se décider comme ça un matin d'être DPO sans avoir les compétences et ensuite conseiller sur la conformité des fonctionnements alors qu'il n'en est pas conscient. En gros, c'est informer et conseiller les responsables de traitement, sensibiliser les salariés, sensibiliser sur les règles internes, euh, former le personnel, faire des audits sur ce qui était dit, sur ce qui devait être fait, accompagner le changement aux travaux, comment on fonctionne, ce qui est bien on le garde, ce qui n'est pas bien on va le changer, mais comment on le fait. C'est des travaux de fond. Il va conseiller notamment sur les analyses d'impact. Donc, analyse d'impact, c'est tout un dispositif d'évaluation des outils informatiques où à la fin, on va vérifier la sécurité, on va vérifier qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème de sécurité, comment on réagit, la conformité par rapport au texte de loi, émettre un avis favorable ou défavorable à l'utilisation de l'outil, voire même sur les contrats et tout. Donc ça, c'est vraiment vérifier si il y a obligation de faire une analyse d'impact que ce soit fait. Donc ça, c'est tout un ensemble qui dépend vraiment du DPO. Coopérer avec la CNIL. Coopérer avec la CNIL, c'est vraiment parfois on a des patients ou des personnes concernées qui vont pas passer par vous directement pour avoir accès à leurs droits. Ils vont contacter la CNIL en disant je veux avoir accès à mes données au sein de telle structure et la CNIL va se retourner vers la structure en disant telle personne doit avoir accès. Et donc cette coopération-là, elle peut être faite par le DPO. Mais aussi sur tout ce qui est contrôle, qui sont relatifs au traitement, s'il y a besoin de consulter la CNIL avant de faire quelque chose, c'est le DPO qui va être le contact privilégié de la CNIL. La mise en conformité, que ce soit avec ou sans DPO, elle va être la même. La seule différence, c'est que on va désigner un DPO au départ pour accompagner la structure, mais si on sent qu'on n'a pas le besoin ni l'obligation de le faire, on doit être capable de faire quand même le boulot sans lui. Donc, pour commencer, on va recenser les données qui sont traitées au sein de la structure. Donc, faire un état des lieux complet de toutes les données au sein de la structure, données de santé ou autres, savoir quelles sont les données qui sont traitées, où elles sont traitées, le stockage, les outils utilisés, le partage, l'échange, tout ça. Prioriser après les traitements à risque pour pouvoir travailler dessus. On va prioriser le dossier médical par rapport à un dossier RH, par exemple. S'il n'y a pas conformité sur les deux, il faut savoir que, entre parenthèses, le RGPD qui a été voté au niveau européen en 2015 avait laissé 3 ans, donc jusqu'à mai 2018, pour que les structures soient mises en conformité. Mai 2018, à ce jour, on est en 2025, on est encore au stade de discuter de la mise en conformité. Donc, il commence à avoir une petite urgence à se bouger parce que la CNIL, de son côté, n'hésite pas maintenant à effectuer certains contrôles. J'en reparlerai juste après. Donc, après avoir priorisé, on va étudier les éléments qu'on a, gérer les risques, mettre en place tout ce qui doit être mis en place pour diminuer les risques pour les personnes concernées, améliorer les traitements, les outils et tout ça. On doit mettre en place tout ce qui est des process internes pour pouvoir répondre aux différentes demandes et pour pouvoir gérer en cas d'incident, quoi faire, à qui s'adresser, notamment là dans le cadre d'une attaque sur la sécurité. Les délais ne sont pas énormes, hein. Dès qu'on apprend qu'on a un problème de sécurité, on a 3 jours pour communiquer. On doit communiquer avec les personnes concernées. On doit informer les instances. On doit en même temps intervenir sur le côté technique pour essayer de résoudre le problème. Donc, si on n'est pas organisé avec des process au départ et si personne ne sait qui fait quoi, comment, c'est un peu problématique. Donc, on doit s'organiser. Et enfin, pour tout ça, on doit créer une documentation
documenter cette conformité avec les registres obligatoires, les process, les supports de formation, et démontrer à minima qu'on est dans une démarche de conformité, qu'on est dans le bon respect du RGPD et que si on n'est pas dans la conformité, c'est parce qu'on a de bonnes raisons et qu'on peut expliquer pourquoi. C'est un peu le principe de se dire, OK, on est conforme à 60% au RGPD, les 40% restants, ben, on peut pas faire autrement parce que, ben, il n'y a pas les moyens financiers, les outils n'existent pas, c'est pas adapté au fonctionnement, il y a plein de raisons qui peuvent être entendables. Et du côté du professionnel, ben, ça s'explique, même s'il doit avoir une attention particulière à ce souci-là. Le DPO ne portera pas de responsabilité là-dedans. Lui, il est responsable d'accompagner, de conseiller. Après, s'il conseille mal, le responsable de traitement peut se retourner contre lui en disant, ouais, vous m'avez dit ça, mais du coup, j'ai eu un contrôle et que c'était pas bon. Mais par contre, il peut pas être responsable en disant, il faut faire comme ça, on n'a pas les moyens de faire. Non, il va pas aller dans ce sens-là. Lui, il va être là vraiment pour accompagner. Juste un peu une cartographie de tout ce qui doit être fait. On a les mentions d'information, les formulaires de contact, les sites internet, vérifier le consentement des patients sur le traitement de leurs données. Faire attention, il y a une différence entre consentement à la prise en charge, au traitement des données dans un logiciel. Il y a le consentement au partage entre les professionnels de santé, avec qui c'est partagé, tout ça. Donc, il faut vraiment que l'information soit libre et éclairée pour le patient à tous ces niveaux-là. Et pas juste, on prend en charge et puis c'est tout. Il faut vraiment qu'ils soient informés qu'il y a tout un système d'information derrière. La sécurité doit être analysée, on doit analyser le système d'information, créer les registres obligatoires, vérifier avec les sous-traitants qu'on a ben, toutes les clauses qui vont bien. Parfois, on pense pas à certains sous-traitants. La société qui vous loue le photocopieur, qui a une bonne mémoire, le photocopieur qui tombe en panne et qui est obligé de ramener au local pour le réparer, alors que ben, la mémoire est pleine de dossiers qui ont été lancés à l'impression. Si on n'a pas une clause dans le contrat avec ce sous-traitant-là, lui, quand il va réparer le photocopieur, tout va sortir, il va avoir tous les dossiers et ça va pas être couvert par une clause. Donc, il faut faire super attention à tout ça, même aux services de nettoyage qui passent, qui peuvent avoir accès à des dossiers qui peuvent traîner et tout ça. Donc, il faut faire super attention à ça. Prévoir toutes les notifications à la CNIL s'il y a lieu, en poussant sur les analyses d'impact pour anticiper les soucis. Anticiper des problèmes de sécurité permet vraiment de réagir facilement, alors que si on se retrouve face à la problématique, on peut être très rapidement débordé et se figer face à ce qu'on doit faire. Un petit point sur la CNIL. La CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, c'est une autorité indépendante, donc qui n'est pas liée directement à l'État. Donc, elle va venir pour réguler les données personnelles en France. Il y en a dans chaque pays européen quasiment. Donc, pour la France, c'est la CNIL. Après, il y a différents termes, mais ils sont tous sur le même texte au niveau du RGPD. Elle a un pouvoir de contrôle et de sanction. Notamment, le contrôle se fait à distance et sur place. À distance, c'est demander des éléments pour pouvoir intervenir. Et sur place, ben, se déplacer et d'avoir quelqu'un qui vient pour contrôler sur site tous les documents, tous les éléments. Il peut prendre copie des éléments pour partir ensuite monter le dossier. Donc, il y a ce pouvoir-là. Il y a une obligation de répondre aux sollicitations de la CNIL. Sinon, il y a sanction. Sanction qui peut faire très mal parce que du coup, il y a eu depuis 2022 un texte qui a permis d'avoir des sanctions simplifiées par la CNIL jusqu'à 20 000 euros d'amende pour des manquements mineurs ou manifestes. Et là, c'est des amendes directes, donc sans procédure contradictoire complète. Et le cas de non-déclaration d'un DPO, s'il est obligation, par exemple, rentre dans ce type de sanction-là. Donc, d'un point de vue sanction, en 2024, par exemple, pour des défauts de sécurité ou de non-respect de droit ou pour l'absence de réponse à la CNIL, il y a eu des professionnels de santé qui ont été sanctionnés sur des sommes de l'ordre de 3, 5, 8 000 euros de sanctions directes. Donc, ça peut arriver très vite. Sur des problèmes financiers. Là, en 2025, là, les dernières informations que j'ai eues, sur 16 sanctions qui ont été portées, il y en a 10 qui sont juste sur un défaut de coopération avec la CNIL. La CNIL demande quelque chose, on fait la sourde oreille, on ne répond pas, la CNIL sanctionne directement. Et pour le coup, il y a plusieurs médecins qui sont concernés et pour la petite anecdote, il y a plusieurs avocats qui sont concernés aussi dans ce truc-là. Donc c'est vraiment ce côté sanction qui peut être direct,
mais qui aussi peut aller beaucoup plus loin dans le cadre de structure. Dans le cadre de structure, directement dans le RGPD, ça inclut jusqu'à 10 millions d'euros d'amende ou 2% du chiffre CA du CA mondial pour différents niveaux de manquement. Donc, si on commence à avoir des structures qui ont un gros financement et que la CNIL décide que ces manquements sont quand même assez importants, ça peut aller très très loin. On répond pas à une demande d'accès, on répond pas à une obligation, une injonction ordonnée par la CNIL. On peut avoir 50, 60 000, 80 000. Pour les éditeurs de logiciels, ça peut être 400, 800 000 euros d'amende. Ça va très très vite. Donc, faut faire vraiment très attention sur ce côté où on a une obligation de mise en conformité qui doit être faite avec ou sans DPO. On n'est pas dans l'obligation pour certains de déclarer des DPO. Mais la question qui va vraiment se poser, c'est est-ce qu'on est capable de le faire sans l'accompagnement d'un DPO? Ça, c'est vraiment la bonne question. C'est si vous vous sentez de le faire, faut y aller, mais faut y aller, en mon sens, assez rapidement. Moi, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, ça va passer par le chat juste après, Amandine. Oui, tout à fait. Merci Didier. Du coup, on vous transmettra bien évidemment les PowerPoint qui sont diffusés aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat ou on les posera à l'oral, à la fin.